Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 6e épisode de La Lame, le podcast qui parle d'art, de militantisme et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on va parler ensemble du genre, donc de féminité, de masculinité, de déconstruction de genre et de l'impact que ces réflexions ont sur mon travail photographique. Alors aujourd'hui je suis un peu malade, je pense que ça s'entend et dans tous les cas je viens de vous le dire donc ça va sûrement s'entendre. J'espère que ça va pas être trop gênant, en tout cas je parle du nez et ça va être le cas pendant 1 heure, habituez-vous. C'est parti. La question du genre a impacté mes débuts en photo et l'impacte encore aujourd'hui. Tout simplement parce que je suis militante depuis très longtemps, depuis avant que je fasse de la photo et que du coup en tant que féministe, que personne queer et que militante LGBT, féministe, et d'autres choses, mais en tout cas là on parle de ça. C'est des questions que je travaille depuis très longtemps. Étant donné que ce sont des sujets qui impactent ma vie, qui impactent aussi la lecture que j'ai du monde, politiquement parlant, et bien c'est naturellement que je l'ai incorporé dans mon travail, même si voilà, pas du tout parfaitement, il y a encore aujourd'hui plein de choses sur lesquelles je reviens et c'est un travail un peu constant dans tous les cas. La déconstruction, c'est quelque chose qui n'est jamais acquis et qu'on se repose au quotidien, mais en tout cas c'est des réflexions voilà que j'ai incorporées depuis très longtemps dans mon travail photo et aussi dans mon art en général, dans mon quotidien et dans mon travail, etc., etc. J'ai commencé la photographie et j'ai très rapidement voulu me mettre au portrait. Le portrait, c'est quelque chose qui, du coup, est très touché par les questions de féminité, de masculinité, parce qu'on représente des gens qui vivent dans notre société et qui, du coup, sont construits avec les rapports de genre qu'on a aujourd'hui. Et quand tu fais du portrait, tu vas représenter des gens et du coup les représenter également dans leur genre, avec leur part de féminité, leur part de masculinité. Dans cette question-là, de vouloir être inclusif dans mes représentations et de vouloir faire attention à avoir de la diversité en fait dans ce que je montrais, c'est important aussi d'avoir une diversité de féminité et de masculinité et de montrer aussi des personnes qui se retrouvent un peu dans l'une, un peu dans l'autre. Je me suis vite rendu compte que c'était pas du tout le cas dans les représentations un peu connues qu'on avait, et que les codes du cinéma et que les codes de la photographie répondaient encore à une société patriarcale. Au cinéma, c'est tellement visible que c'est facilement démontrable. On a par exemple le test de Bechdel dont on a déjà parlé et qui est assez connu. Pour rappel, le test de Bechdel, c'est très simple et ça consiste en 3 règles. Premièrement, il doit y avoir au moins 2 femmes qui sont nommées dans le film. Donc quand on dit nommer, c'est savoir leur nom, savoir leur prénom. Ces 2 femmes, elles doivent parler ensemble. Et 3e règle, elles doivent parler de quelque chose qui n'est pas en rapport avec un homme. Donc c'est quand même assez simple, quoi. Il faut 2 personnages qu'on connaît et qui ne sont pas en train de parler d'un homme. Eh bien, vous vous rendrez compte qu'il y a un nombre mais insignifiant de films du box-office qui passent ce test-là. De même, grâce à des chercheuses féministes qui ont consacré leur travail au regard composé sur les hommes et les femmes au cinéma, on a théorisé ce qu'on appelle le male gaze et le female gaze, notamment grâce à Laura Mulvey, Iris Bray et d'autres féministes très connues. Le male gaze et le female gaze, c'est une façon de montrer et de pointer du doigt la façon dont on filme les femmes et la différence qu'on porte sur le regard qu'on pose sur une femme et un homme au cinéma. Ça va dénoncer ça et du coup, grâce au female gaze, essayer de le renverser. Le male gaze, ça va être une façon de filmer les femmes en objectifiant leur corps et en les sursexualisant. On va par exemple faire des gros plans sur leur partie intime, leur enlever toute humanité, donc il va y avoir très peu de dialogue ou des dialogues très inutiles pour leur part, et aussi les filmer par exemple à leur insu, notamment lorsqu'elles se dénudent, etc. On va cacher la caméra derrière des portes, derrière des barreaux, derrière des fenêtres, et les filmer avec un regard très voyeuriste en fait. Ça va être une expérience en fait très masculine de narration, où la femme n'aura pas vraiment son mot à dire et sera là pour son corps et pour décorer. Le female gaze, c'est une façon de renverser ce regard-là, qui finalement fait part d'une grande majorité de films, et le female gaze va essayer justement de détourner ce regard-là en prenant le point de vue de la femme et de ses émotions également.
Ça va être une narration plus subjective du côté de la femme. On va faire attention à ses ressentis à elle, à sa jouissance ou à sa souffrance. On va tout simplement faire plus attention à la sensibilité et au point de vue de la femme. Et on va les filmer de façon plus égalitaire avec les hommes, notamment grâce à des valeurs de plan qui seront différentes. Il y a plein de stratagèmes que par exemple vous pouvez retrouver dans Le regard féminin de Iris Bray. Comme d'habitude, je vous mets tout dans les notes du podcast. C'est un super livre qui revient sur la théorie du female gaze et qui vous explique, en prenant plein d'exemples, comment on peut filmer les gens d'une façon plus déconstruite à l'écran, hommes, femmes, personnes non binaires. De toute façon, je vous mets tout dans les notes du podcast. C'est un livre que m'ont offert les copaines Noah et Maëva. Si vous passez par là, merci à vous. Ma réflexion, elle est aussi venue de la façon dont on prenait les femmes en photo. Comme au cinéma, on va photographier des femmes blanches, des femmes jeunes, des femmes fines, avec une belle peau. On va prendre des femmes avec des fleurs, on va prendre en photo des femmes avec de grandes robes qui flottent dans le vent, on va prendre en photo des femmes qui sourient, on va prendre en photo des femmes qui font des poses très féminines en fait, et très genrées. Et on va aussi les retoucher, leur mettre de beaux vêtements, de beaux maquillages. Le but c'est qu'elles soient jolies et qu'elles fassent vendre leurs vêtements, qu'on vende leur yaourt, ou alors qu'elle fasse jolie à l'écran dans un film. Le but c'est pas qu'elle ait une action, c'est qu'elle soit agréable à regarder. Contrairement aux hommes, qui ont beaucoup moins d'injonctions sur leur physique, même si elles existent quand même, je tiens à le souligner, on aime quand même plus les hommes fins, les hommes musclés, on aime quand même un peu plus les hommes, quand je dis on aime, c'est bien sûr dans une représentation patriarcale. Voilà, les hommes ne sont pas exempts de complexes et d'injonctions sur leur corps. Par contre, ce qu'on va leur montrer, c'est que le principal atout qu'ils ont, c'est leur caractère, c'est ce qu'ils vont faire, c'est les actions qu'ils vont mener. Alors qu'une femme, son principal atout, c'est son physique. Du coup, le physique a de fait beaucoup plus d'importance. Donc si une femme est pas belle, ou si une femme est grosse, ou si une femme est vieille, c'est une catastrophe. Et elle n'a plus de valeur, alors que si un homme est moche, ou un homme est gros, ou un homme est vieux, il a encore de la valeur. C'est ça la différence que je vois là-dessus. Tout simplement parce qu'au cinéma, par exemple, on va avoir des hommes qui sont très souvent les rôles principaux, qui vont avoir beaucoup d'actions, des influences sur la narration, des influences sur le scénario. Et ces hommes-là, ils sont pas forcément tout fins et tout musclés. Hein. Il y a des hommes gros, il y a des hommes vieux, et il y en a moins, on est d'accord, mais ça existe quand même beaucoup. Alors que les femmes, en rôle principal, allez me trouver un film avec un rôle principal de femme grosse ou de femme vieille, soit ça va être le sujet du film, ou soit c'est très rare, ou alors justement dans des films féministes ou indépendants, etc. Mais ce qu'on aimerait voir, ce serait beaucoup plus de films comme ça, et des films au box-office, qui proposent une vision différente de la masculinité, une vision différente de la féminité. Et c'est ça que je veux montrer, c'est que justement, dans nos représentations, les plus grosses injonctions et le plus gros problème que j'y trouve, c'est surtout la vision hyper binaire de la féminité et de la masculinité. La masculinité et la féminité qui sont représentées au cinéma et en photo, ça va être que des masculinités hégémoniques et des féminités hégémoniques. Hégémonique, ça veut dire tout simplement la vision dominante de la masculinité dans le patriarcat. Donc on va représenter que des hommes virils, forts et puissants. Et des femmes douces, belles et un peu niaises. Comme je le dis souvent, on peut pas dire aux gens de s'accepter si on ne les représente pas. Le problème, c'est que toutes les personnes qui ne vont pas se retrouver dans cette masculinité hégémonique, qui ne vont pas se retrouver dans cette féminité-là, ne vont pas s'accepter et ne vont pas se sentir libres d'exister parce qu'on ne les représente pas. En partie, en tout cas. Et j'en ai encore plein des exemples comme ça. En photo, par exemple, il y a des photographes, souvent hommes, il y a aussi des femmes, mais souvent hommes, qui vont prendre en photo que des femmes en tant que modèles, parce que ils me disent qu'ils ne sont inspirés que par des femmes, que les femmes sont leurs muses, etc. Moi, je trouve qu'il y a un gros problème là-dedans, c'est que pourquoi les femmes t'inspirent plus que les mecs ou les personnes non binaires? Pourquoi c'est le corps de la femme qui est si sacralisé, que tu veux toujours mettre en avant, etc. Alors, c'est beau de prendre des femmes en photo, et je veux qu'on prenne des femmes en photo, mais souvent c'est justement des photos soit suggestives, ou alors qui ne représentent qu'une féminité encore une fois, donc ça va être une féminité très douce,
dans des belles positions, très voilà, bon, vous avez un peu l'image en tête, hein, je pense que c'est pas compliqué. On remet pas en question ce regard-là, on a toujours le même regard sur les choses. Et ça va être des photographes qui vont voilà prendre des photos de femmes en lingerie, prendre des photos de femmes en tenue normale mais dans des positions suggestives ou des photos très douces encore une fois. Et en fait, on remet pas en question ce regard-là et du coup ça déjà c'est ennuyant. On a toujours les mêmes représentations et on a envie d'un peu de nouveauté. Et en plus, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que les femmes sont encore une fois là que pour leur physique, que les hommes on s'en fout de leur physique. Pourquoi on représente pas les hommes autant que les femmes? Pourquoi c'est les femmes qui sont sacralisées pour leur corps? Ça veut dire qu'elles ont que ça à dire, peut-être? Il y a plein de choses à déconstruire là-dessus. Pareil, quand les femmes sont des héroïnes, finalement, et qu'on les met en avant, et bah, elles sont toujours bonnes. Mais genre, des corps, t'as jamais vu ça. Sacraliser le corps de la femme à ce point-là, et le représenter autant, et que d'une façon, parce que c'est pas les corps des femmes, c'est un type de corps, ça va faire que toutes les femmes qui ne se retrouvent pas dedans vont complexer sur leur corps à elles. Et ça se voit, les femmes sont surreprésentées dans les chirurgies esthétiques, sont surreprésentées dans les gros complexes, les questions d'anorexie par exemple, de boulimie, etc. Parce qu'on représente que des femmes qui font du 36 ou moins. Du coup, si tu fais plus, ça veut dire que t'es grosse et être grosse c'est pas bien, d'après la société bien sûr. Alors que une femme grosse, c'est génial. Alors que si on avait beaucoup plus pris en photo de modèles grosses, bah être une femme grosse ce ne serait pas un problème parce que on saurait que c'est normal, que c'est beau et que un corps vaut un corps. Il n'y a pas un type de corps meilleur qu'un autre quoi. Pareil, on représente la plupart du temps que des femmes blanches et ça fait que il y a plein de femmes noires qui complexent sur leur peau et qui pensent que elles sont moins belles et qu'elles sont moins désirables qu'une femme blanche. Et on va voir que y a plein de femmes noires qui vont se mettre des produits ultra chimiques sur la peau pour se dépigmenter la peau, je pense qu'on dit, et du coup s'éclaircir en fait la peau, qui vont se lisser les cheveux parce qu'elles vont penser que du coup leurs cheveux crépus ne sont pas beaux non plus parce que les seules coupes qu'on voit, les seuls cheveux qu'on voit, c'est des cheveux super lisses. Et ça va arriver aussi aux femmes qui ont d'autres types de cheveux. Lena Mafouf, elle en avait pas mal parlé dans ses vidéos et ses podcasts. Elle lissait ses cheveux pendant super longtemps parce qu'elle pensait que les cheveux frisés c'était pas beau parce que c'était pas représenté encore une fois. Pareil, les femmes qui commençaient à avoir des rides, vu qu'une femme c'est jetable, surtout une vieille femme c'est à partir de 30 ans on dirait, hein, donc voilà, dès que tu commences à avoir des rides c'est terminé. Et bah on va avoir plein de chirurgie esthétique, il faut pas que les seins tombent non plus, il faut pas avoir de bourrelets, il faut pas machin, enfin on se rend vraiment pas compte de l'impact qu'ont les images sur nous au quotidien. Et dans le mauvais et dans le bon sens aussi, hein. Parce que voilà, tout ça, je vais vous donner de l'espoir, c'est aussi pour dire que si on essaye de faire un peu bien les choses et qu'on se pose un peu des questions et qu'on fait un peu attention, ça peut aussi avoir un effet hyper bénéfique sur les gens. Je peux vous sortir par exemple tous les exemples qu'on a eu il y a pas longtemps de femmes qui montraient leurs poils sur Insta, de femmes qui montraient leurs boutons, de femmes qui montraient leurs bourrelets, de femmes qui montraient leurs vergetures, toute cette vague un peu de body positive, bon, qui a été pas mal décriée aussi, mais moi je pense qu'elle a aussi un énorme impact positif et qu'il faut pas l'oublier, et que c'est trop bien et c'est trop important de montrer des vraies personnes en fait. C'est juste de pas montrer des cyborgs ou alors qu'un type de personne. C'est important de prendre en photo des femmes qui font du 36, comme c'est important de prendre en photo des femmes qui font du 50, comme de prendre en photo des femmes noires, des femmes trans, des femmes qui ont de l'eczéma, des femmes qui ont des boutons, des femmes qui ont des poils. Voilà, juste pour montrer qu'en fait, il y a plein de femmes qui existent. Et c'est là où je trouve qu'on a encore un gros manque aussi là-dessus, c'est que pour moi, le féminisme, ça ne se fait pas sans les hommes. Et que pour évoluer dans notre monde, en fait, les femmes ont quand même pris l'habitude de beaucoup se déconstruire ces dernières années, et je trouve que les femmes ont fait un énorme travail sur elles-mêmes, même si il y a encore beaucoup de choses à faire et que on n'a pas toutes le même parcours, etc. Mais grâce au féminisme, il y a quand même une pensée qui a évolué et qui fait que, en tout cas, personnellement, dans mon entourage, les femmes que je connais se déconstruisent beaucoup, ont beaucoup pris conscience de leurs traumas, de leurs conditions, de leurs propres barrières internes et de leur toxicité elle-même, entre guillemets. Enfin,
des comportements toxiques qu'elles pouvaient avoir envers elles-mêmes souvent, hein, parce que c'est des questions de dépendance affective, c'est des questions d'auto-sabotage entre guillemets, de on se met de côté, on va pas savoir dire non, on va pas savoir machin. Je trouve que les femmes, grâce au féminisme, commencent à avoir beaucoup de déconstruction, pas toutes et pas machin, mais voilà. Et que du coup on manque beaucoup de déconstruction masculine, même dans les milieux qui sont censés avoir entendu parler de féminisme quand même quelquefois. Et que la déconstruction, ça se passe aussi par les images. Tout ça, encore une fois, c'est ça que je veux dire, c'est que en fait ça va apporter à tout le monde. Le but, c'est de déconstruire le regard sur la féminité et de montrer qu'il y a plein de formes de féminité et que en photo, une femme peut être puissante, une femme peut opter pour des postures plus empouvoirées, etc. et avec des corps différents, etc. mais qu'un homme aussi. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu ça que le féminisme met en avant en ce moment et aussi l'a toujours fait, hein, mais dans un monde patriarcal, la masculinité hégémonique se construit en opposition avec la féminité. Et du coup, si on veut la déconstruire, cette féminité, on a aussi besoin d'une déconstruction masculine. Et ça passe par les images. Et c'est important de montrer à l'image aussi différents types de masculinité. Donc avec des hommes gros, avec des hommes minces, avec des hommes jeunes, avec des hommes vieux, avec des hommes noirs, avec des hommes blancs, avec des hommes espagnols, latinos, avec des hommes poilus, des hommes pas poilus, des hommes avec des colorations sur les cheveux, des hommes avec et sans cheveux, des hommes dans des positions dites féminines, des hommes dans des positions dites masculines. Pour justement déconstruire ce regard et montrer que le genre est une construction sociale et que tout ça c'est des choses qu'on a apprises, mais qu'un mec il peut s'asseoir aussi en croisant les jambes et mettre une robe et ça ne remet pas forcément en question sa féminité ou sa masculinité ou son orientation sexuelle, etc. Et mettre en avant aussi les personnes non binaires, les personnes trans, parce que ce sont des personnes qui ont déconstruit justement ces dominations de genre, qui ont une différente façon d'explorer cette féminité, cette masculinité-là, et qui se retrouvent pas en fait dans des codes binaires et hégémoniques comme le patriarcat nous les a inculqués toute notre vie. Et d'où le fait que je pense le féminisme et les questions queer sont intimement reliées et qu'on peut pas militer pour l'un sans l'autre, etc. Donc ma réflexion, elle en est là, c'est de dire et de rappeler l'impact des rôles modèles. En fait, si on veut que les personnes puissent se reconnaître dans quelque chose, il faut les représenter. Il faut montrer aux gens qu'ils peuvent s'habiller comme ils veulent, qu'ils peuvent embrasser qui ils veulent, qu'ils peuvent exprimer leur genre comme ils le veulent, et qu'ils n'ont pas à suivre une règle par peur d'être isolés s'ils ne le font pas. Et je trouve aujourd'hui que la photographie et que le cinéma est encore malheureusement très pauvre dans ses représentations de ce côté-là, et qu'on est dans des représentations encore très binaires, et qu'il faut apprendre à les déconstruire aussi. Moi, quand j'ai commencé à faire de la photo, mon premier truc, c'était de vouloir maquiller des mecs. Parce que je voyais jamais de mecs maquillés sur Insta. Mais genre, jamais. Aujourd'hui, c'est un peu plus le cas, et c'est trop bien. Mais c'est encore pourvu de plein de clichés. Et en fait, j'ai envie de prendre en photo des mecs maquillés qui soient homo. J'ai envie de prendre en photo des mecs maquillés trans. J'ai envie de prendre en photo des mecs maquillés cis hétéros. Pour justement détacher ces clichés-là et montrer que en fait un mec maquillé, c'est juste un mec maquillé, que c'est un homme a le droit de se maquiller, comme une femme a le droit de se maquiller, et que ça ne veut rien dire sur son identité, et que en fait, encore une fois, vous pouvez exprimer votre genre comme vous le voulez, et vous identifier comme vous le voulez, et aimer qui vous voulez. Moi, quand j'ai voulu prendre en photo des portraits d'hommes maquillés, j'étais à la fac. Et j'avais plein de potes qui d'ailleurs étaient plutôt déconstruits entre guillemets, en tout cas qui étaient conscients des problématiques féministes, etc. Et j'ai proposé à plein de potes de les prendre en photo maquillés et j'ai pas eu un seul oui. Mais genre pas un seul, alors que j'en ai des potes. Et je me suis demandé pourquoi. Et c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, justement, les injonctions sur les hommes et sur leur virilité et le fait de se montrer toujours sous des formes hyper puissantes, hyper viriles est encore très ancré
et que c'était encore un boulon à faire sauter pour justement pouvoir exprimer d'autres masculinités, d'autres formes d'expression de genre, et que en fait s'ils suivaient pas ces carcans-là de virilité, etc., du coup ils allaient plus être acceptés dans le groupe, dans les boys clubs, donc dans le groupe de l'homme accepté par la société en fait, et de l'homme mis en avant par la société, et qu'ils allaient devoir renoncer aussi à une certaine forme de domination. En fait, votre expression physique, elle est super importante dans une société patriarcale. Un mec qui suit à la lettre l'expression physique qu'on attend d'un homme dans une société patriarcale, il va avoir plein de privilèges et plein d'avantages sociétaux par rapport à un mec qui va mettre des jupes, du vernis, qui va en fait ça va le dégrader dans une société patriarcale parce qu'il va ressembler plus à une femme, ou en tout cas à la représentation qu'on a d'une femme. Et les femmes, c'est oppressé dans une société. Et du coup, ces hommes-là sont plus oppressés dans une société patriarcale. Je sais pas si je suis claire. Mais en tout cas, tout ça, je trouve ça absolument passionnant, et justement, d'où l'utilité et l'importance de prendre en photo des hommes, encore une fois, avec des jupes, avec du make-up, avec du vernis, avec des poses plus déconstruites, des poses pas que des mecs avec les jambes grandes ouvertes qui montrent leurs muscles et leurs gros biceps, mais justement dans des poses avec où on va utiliser des mains autour du visage, des poses plus douces, des poses où on croise les jambes, où on penche un peu plus la tête, où on va explorer un petit peu différemment notre expression corporelle en fait. Et dans le même temps, pour sortir les femmes de leurs carcans sociétaux de une femme n'est là que pour son physique et une femme n'est que douceur et se tait, pour empouvoirer les femmes en photo, on va faire la même chose, mais du coup prendre des femmes dans des positions plus empouvoirées, montrer leurs biceps justement, peut-être faire des femmes qui sont plus dans une action, peut-être moins posées, mais plus en train de faire des choses, ou en tout cas dans des poses plus empouvoirantes, et du coup d'un autre côté rendre les mecs plus sensibles, plus doux, plus vulnérables à certains endroits aussi, justement parce que les femmes on les montre toujours que vulnérables et les mecs que super forts, et que du coup il faut équilibrer un peu la balance. Et c'est d'où le fait que je représente aussi les hommes cis, parce que moi j'ai déjà eu des débats avec des meufs féministes qui me disent mais pourquoi tu représentes des hommes cis alors que c'est justement des gens hyper privilégiés par le patriarcat. J'étais en train de leur dire que justement je trouvais ça aussi important de représenter des hommes cis que des personnes non binaires ou que des femmes, parce que même si ce sont des personnes hyper privilégiées, etc., déjà le but c'est que ce soit plus le cas et que tout le monde soit à égalité, et qu'en plus si ce sont eux la cause de tous nos maux justement, eh bien il va falloir les déconstruire pour que ce ne soit plus le cas. Et il y a plein de féministes par exemple qui sont contre la pédagogie, et je comprends totalement, parce que ce sont des personnes qui sont souvent déjà qui sont toujours concernées, qui sont souvent traumatisées, ou qui ont souvent du coup eu beaucoup plus de bâtons dans les roues que les autres, justement dû au fait que ce sont des femmes ou des personnes non binaires, etc. Et du coup leur thèse c'est de dire en fait j'ai pas le temps pour de la pédagogie, c'est aux hommes de se déconstruire eux-mêmes, parce que sinon ça revient encore au fait que je suis une femme et que je suis une maman, etc., et que je dois les accompagner dans leur déconstruction, alors que c'est la moindre des choses. Et j'entends totalement cet argument et je suis d'accord avec sur plein de points, mais personnellement c'est pas ma façon de vivre mon féminisme aujourd'hui en tout cas. Et moi j'ai en tout cas aujourd'hui l'énergie un peu là de accompagner les mecs là-dedans, parce que j'ai pas le temps en fait d'attendre qu'ils se déconstruisent tout seuls, parce que en fait l'homme cis hétéro non déconstruit c'est quelqu'un de violent. Il y a encore plein de femmes qui meurent sous les coups de leur mari, il y a encore plein de violences sexistes et sexuelles, et il y a encore plein de rapports de domination de notre société qui sont très souvent découlés d'une masculinité hégémonique, et c'est ça qu'on combat en fait, c'est pas les hommes, c'est la masculinité hégémonique patriarcale. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, renseignez-vous. En tout cas, je vous mettrai plein de choses dans les notes du podcast, parce que j'ai plein de trucs en tête pour appuyer mes propos.
Et pour continuer sur les représentations, c'est aussi primordial de prendre en photo des personnes de la communauté LGBTQIA+, tout simplement parce qu'elles sont invisibilisées dans toutes les sphères de la société aujourd'hui. Invisibilisées, pardon. Elles sont sous-représentées en cinéma et en photo, et du coup, il faut les mettre en avant juste parce qu'elles existent, en fait. Je trouve ça quand même dingue que dans notre monde, on ne représente qu'une partie de la population tout le temps, et qu'on mette en avant qu'une partie de la population tout le temps, et qu'on fasse pas attention à essayer de représenter tout le monde. Et c'est pas censé être un effort, mais c'est une question de juste bon sens. Pour moi, c'est exactement pareil que si vous aviez une classe de 20 élèves, vous êtes le photographe de l'école, vous avez une classe de 20 élèves et il y a qu'une personne qui représente la féminité, et du coup c'est une petite fille blonde aux yeux bleus toute mignonne, et il y a un garçon qui parle un peu trop fort, qui est brun aux yeux marrons, qui a déjà un peu des muscles alors qu'il a que 8 ans. Et bah du coup on va prendre en photo que ces 2 élèves là sur les 20 et les autres on les prend pas en photo. Pour moi c'est exactement la même chose. Voilà, juste prenons en photo tout le monde parce que tout le monde existe, et que justement enfin c'est encore plus d'expression de genre à explorer, c'est encore plus de corps à prendre en photo, c'est aussi des gens qui vont avoir des propositions artistiques différentes et un regard différent sur la société. C'est tellement intéressant la déconstruction parce que ça t'offre des clés pour comprendre mieux les choses, quoi. Donc voilà, au final, après avoir expliqué tout ça en stories, souvent Instagram, j'ai fait pas mal de débats. Mes potes ont bien voulu que je les prenne en photo finalement. Et d'ailleurs, je voulais revenir sur mon propos du début parce que là, je me perds un petit peu. Mais après toutes ces réflexions-là que je me suis posées, que j'ai posées à mes potes, que j'ai exposées aussi en story, on avait fait pas mal de débats. Du coup, j'avais pas mal de potes qui avaient répondu et qui avaient dit que ils avaient peur que le regard que les gens leur posent sur eux ne change, qu'ils ne rentrent plus dans les codes de ce qu'on en a attendu, etc. Moi, je trouvais ça hyper intéressant, et ouvrir le débat avec des personnes qui sont peut-être un peu moins conscientisées, des fois c'est aussi hyper intéressant parce qu'on les comprend mieux et qu'on comprend mieux aussi les rouages de tout ça et de toutes ces problématiques-là. Après avoir ouvert ces discussions-là, j'ai plein de potes qui ont bien voulu être pris en photo finalement. Et aujourd'hui, mon Insta, je pense qu'il y a autant de mecs que de meufs, alors qu'avant il y avait que des meufs. Et aujourd'hui, c'est encore des questions qui me prennent énormément la tête, mais dans le bon sens, hein. Mais je remets en question plein de choses, et je me rends compte que moi-même, même en essayant d'apposer le regard le plus bienveillant et le plus féministe possible sur les personnes que je prends en photo, j'ai encore plein de choses à déconstruire, que j'ai encore un certain type de corps qui est toujours assez récurrent sur mon Insta, ou j'ai un certain type de pose qui ressemble plus à ça ou à ça dans mes Instagram, enfin dans mes photos, etc. En fait, c'est ce que je vous montrais encore une fois, c'est que la déconstruction c'est toute la vie, et que personne n'a la bonne parole en fait, mais que du coup c'est important d'essayer de travailler sur ça, et que moi les personnes que j'admire un petit peu, c'est les gens qui se posent plein de questions comme ça, c'est les chercheuses féministes, c'est les chercheuses queer, c'est des gens qui tentent en tout cas d'avancer. Donc non, on sera jamais parfait, et non, on pourra jamais atteindre machin et trucs, mais si en fait. La meuf, ça veut plus rien dire. Je suis fatiguée. Je suis un peu de fièvre déjà, donc déjà je suis contente de réussir à aligner 3 mots. Ça se trouve ça va être incompréhensible vu que je parle du nez, mais c'est pas grave. Mais voilà, l'impact que peut avoir une représentation est juste folle, et encore une fois on a vu des mouvements, même sur les réseaux sociaux, hein. Pour moi les réseaux sociaux c'est pas acheté, parce que ça permet une certaine ouverture de la parole quand même, permet que il y a des gens qui peuvent déconstruire leur regard, et je suis heureuse parfois de voir que et c'est insignifiant, et voilà, c'est vraiment rien, et j'aimerais que ce soit beaucoup plus, mais juste Squeezie qui met du vernis, moi ça m'a ému, quoi. J'étais en mode un mec blanc cis hétéro connu, riche, qui met du vernis, merci la vie, genre vraiment. Simplement parce que ça déconstruit le regard qu'on a sur l'homme. Enfin voilà, tout ce petit discours, c'était pour vous dire encore une fois que je pense que les rôles modèles, c'est hyper important, et que ce qu'on représente, c'est hyper important, et que plus on représente des masculinités et des féminités différentes, et plus on met en avant aussi d'autres formes d'expression de genre, et des personnes qui ne se reconnaissent ni dans les codes de féminité ni dans les codes de masculinité, et plus on est
structure fluide, non binaire, etc. Et plus en fait on aura des gens qui vont s'accepter comme ils sont, plus on prend différentes sexualités aussi en photo, et plus on raconte des histoires de personnes par exemple polyamoureuses, ou aussi des histoires de femmes dans des relations hétérosexuelles, d'hommes dans des relations hétérosexuelles, et de montrer aussi l'impact qu'a le patriarcat sur nos relations lesbiennes, sur nos relations hétéro, bi, pan, etc. Ça va permettre de déconstruire tout ça. En fait, plus on ouvre la parole, plus il y a de déconstruction et plus il y a de bienveillance. En fait, je veux déconstruire le regard des gens pour qu'ils apprennent à mieux se comprendre. C'était ça que je disais à mon pote Noah la dernière fois. On avait pas mal parlé de ça. Il m'avait fait une petite interview dans son magazine de fac, si tu passes par là, je t'embrasse fort. On en avait parlé, et moi ce que je lui disais, c'était que justement, c'était horrifiant de voir toutes les violences qui continuaient à être en place aujourd'hui, et que même au sein de nos relations, elles existent encore, et que plus on déconstruit le genre, et plus on déconstruit la violence aussi qui va avec, et plus on se comprend. Et se comprendre, c'est le début de plein de choses, je pense, la compréhension. C'est le pouvoir d'ailleurs des documentaires, de plein de choses, hein, mais l'empathie et la compréhension, pour moi c'est le début de la solidarité, c'est le début de l'amour, c'est le début de la bienveillance, et c'est quelque chose dont on manque beaucoup aujourd'hui dans la société. Ça m'émeut un peu. Déconstruire son regard, c'est beaucoup plus grand que ce qu'on pense. Je vais vous mettre en description pas mal de comptes que je trouve assez sympas en photo ou en vidéo dans les notes du podcast. Donc pour conclure, j'aimerais ouvrir un petit peu ça sur la suite et que faire et machin. J'aimerais ouvrir la conclusion sur qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour combattre un petit peu nos propres carcans, parce qu'on se rend compte en plus que nous-mêmes on est soumis à plein de préjugés, à plein d'idées reçues et à plein... notre regard de base est sexiste et homophobe et tout ça, parce qu'on nous a inculqué ça depuis qu'on est petit et petite. Et du coup, comment on peut travailler dessus un petit peu quand on travaille justement en art? Moi, je pense que en pratique, c'est déjà chercher des modèles alternatifs. On dit, mais pour moi, c'est juste des gens comme les autres. Donc chercher d'autres types de modèles, pas que des modèles qu'on voit tout le temps, et prendre en photo du coup d'autres types de personnes, ce qui peut être un peu compliqué parfois, je l'entends, parce que moi-même quand je fais mes recherches de modèles, les seules réponses que j'ai, c'est des réponses de personnes blanches et minces et qui rentrent dans les codes de la beauté, voilà, que on connaît, qui sont mis en avant aujourd'hui. Parce que en fait tout simplement les autres ne se sentent pas légitimes de le faire. Donc et ça c'est un truc que j'ai vu tout le temps, hein. J'ai fait plein de recherches de modèles depuis 3 ans, et à chaque fois qu'on me répond c'est que le même type de personne, le même type de mec, le même type de meuf, et que du coup comment on va faire pour trouver d'autres types de modèles? Déjà vous-même vous pouvez essayer de rééduquer votre algorithme. Est-ce que tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est des choses que vous consommez? Et si vous avez pris l'habitude de consommer un certain type de contenu fait par un certain type de personnes, et ben vous allez toujours avoir le même contenu. Donc essayez de rééduquer en fait votre algorithme. Je vous mets encore une fois des Insta par exemple en barre d'infos, mais donc cherchez vous-même en fait déjà. Cherchez vous-même des personnes racisées, des personnes grosses, des personnes avec des problèmes de peau, des hommes qui mettent des jupes, enfin voilà, vous pouvez par plein de façons trouver d'autres types de modèles sur Insta et sur d'autres réseaux, hein, sur Pinterest. Il y a aussi, enfin voilà, plein d'autres réseaux qui en proposent. Moi, dans mes annonces, je vais jamais mettre de critères déjà de physique, sauf quand c'est le sujet du coup de la photo. Par exemple, là, je prépare un shooting photo où le thème c'est un couple hétéro avec un homme petit et une femme grande. Voilà, c'était pour montrer justement aussi les injonctions qu'il y a sur le fait d'être un homme fort et du coup grand, et une femme douce et du coup petite dans un couple hétéro. Et là, du coup, montrer une femme grande et un homme petit, c'était aussi ma façon de parler de ce sujet-là. Et du coup, pour ce sujet-là, j'ai dit j'ai besoin d'une femme grande. Et là, j'avais besoin que ce soit une femme grande parce que c'était le sujet. Ou alors, une autre fois, je faisais un truc sur les problèmes de peau et du coup, je disais j'ai besoin de personnes qui ont des problèmes de peau. Mais s'il n'y a pas de sujet, je ne mets pas de critères, ni de genre, ni de
ni de physique. Mais même du coup, quand je fais des annonces sans aucun critère, c'est toujours le même type de personne qui me répond. Du coup, pour que ça change un petit peu, je mets un petit peu des messages dans mes annonces pour rappeler, par exemple, d'ailleurs, si vous êtes une personne grosse, si vous êtes une personne avec des problèmes de peau, etc., n'hésitez pas à postuler. Tous les types de corps sont les bienvenus, etc. Aussi, des fois, je fais... Parce que même avec ça, des fois, ces personnes-là ne répondent pas. Donc, des fois, je vais faire des recherches spécifiques, même si c'est pas du tout le thème de ma photo. Je vais dire, j'ai besoin d'une modèle grosse, ou j'ai besoin d'un modèle racisé, ou d'une personne trans, parce que, en fait, si je fais pas de recherche ciblée, on va pas me répondre. Parce que, encore une fois, les personnes ne se sentent pas légitimes, hein. C'est juste ça, c'est tout con. Les personnes ne se sentent pas légitimes à répondre parce qu'elles n'ont pas l'habitude d'être représentées, elles n'ont pas l'habitude qu'on les cherche pour des shootings, pour des castings, etc. Et du coup, voilà, n'hésitez pas à faire des recherches spécifiques si vous voulez des modèles diversifiés. Moi, la dernière fois, je cherchais une femme de plus de 50 ans, nanana, enfin... Le but, ça va être justement de rééduquer vos algorithmes et d'inciter aussi, en tout cas pas d'inciter, je dirais, mais plus de encourager de type de personnes à postuler. Parce que, voilà, il suffit pas de vouloir prendre des gens en photo de façon inclusive et diversifiée, il faut aussi travailler pour. Et aussi faites attention au regard que vous leur portez, à la façon dont vous allez faire votre recherche, etc. Peut-être que le problème, c'est aussi vous. Moi, par exemple, je cherchais des personnes différentes, mais sur mon Insta, il y avait que des femmes blanches qui faisaient du 36, encore une fois. On en revient toujours à la même chose. Du coup, bah, ça incitait pas ces personnes-là à postuler. Et aujourd'hui, quand je fais des recherches, j'ai déjà un peu plus de diversité sur mon Insta, même si, voilà, j'ai encore plein de choses à travailler, encore une fois. Mais maintenant que je fais attention plus à mes représentations sur mon Insta, automatiquement, quand je vais faire des recherches, j'ai d'autres types de personnes qui me répondent. Parce que je pense que les gens, déjà, se sentent plus à l'aise de faire des photos avec moi parce qu'ils ont vu que j'ai déjà pris en photo d'autres types de personnes, quoi. Peut-être faites attention à votre propre regard, à votre propre façon de parler, etc. Moi, je sais que demain, si c'est un mec qui a que des photos de meufs sur leur Insta, justement, dans des poses assez suggestives, pardon, et qui me propose de faire des photos, je me sentirais pas du tout à l'aise. Alors que si c'est une personne qui déconstruit la féminité, la masculinité sur son Insta, qui montre qu'il a une approche bienveillante, etc., j'aurais beaucoup plus envie de postuler à son annonce à lui ou à elle. Donc voilà. Ensuite, toujours voilà, se questionner, mais ça c'est une question de féminisme et de déconstruction de base, hein. C'est important de toujours se remettre en question, de toujours se questionner, de questionner son regard. Pourquoi j'ai donné ce rôle à ce modèle, pourquoi je lui ai proposé telle pose. Moi, à chaque fin de shooting, je me remets 1000 fois en question et voilà, je me torture un peu l'esprit, mais c'est trop intéressant aussi. Pourquoi j'ai fait ça? Voilà. Et qu'est-ce que je pourrais faire la prochaine fois? Pourquoi quand j'imagine tel personnage, j'imagine une femme? Pourquoi quand j'imagine tel personnage, j'imagine une personne trans? Pourquoi tout le temps questionner et remettre les choses dans leur contexte et essayer de comprendre notre propre imaginaire, en fait. Et voilà, donc vous avez compris. Donc voilà, ça, ne jamais prendre la déconstruction pour acquis et le regard de la photographe sera toujours orienté. Faut pas non plus croire qu'on est des super-héros. Par contre, voilà, essayez de avoir une approche un peu plus profonde. Vous pouvez aussi faire un petit jeu dans votre tête, c'est voilà, quand vous imaginez un shoot, souvent on imagine un type de modèle qui va avec. Et du coup, essayez de prendre un modèle complètement opposé à ce que vous avez dans la tête. Ça peut être aussi une bonne expérience pour vous et pour Yael, pour essayer de faire des photos avec des gens dont vous auriez pas imaginé les mettre dans ce type de shooting-là, etc. Et n'hésitez pas à en parler aussi avec les photographes autour de vous, soit des photographes qui déconstruisent justement ce regard-là, soit des photographes qui le déconstruisent pas du tout. N'hésitez pas à en parler avec des modèles, avec des make-up artistes, avec plein de gens, quoi. Enfin, je trouve ça
très intéressant en fait. Et je pense que souvent on voit la déconstruction, comme on voit le féminisme d'ailleurs, comme quelque chose de chiant, réservé à des femmes hystériques, etc. Mais c'est tellement passionnant. C'est tellement passionnant d'essayer de comprendre les rapports humains, c'est tellement passionnant d'essayer de comprendre notre rapport au monde, notre vision du monde et la vision que le monde a de nous. C'est tellement passionnant de comprendre en fait le monde. Et le féminisme et les luttes queer, ce sont des outils de lecture en fait du monde différents et qui vous permettent aussi de comprendre plein de nouvelles choses. Et pareil pour la politique, etc. Enfin, on a toujours essayé de montrer que le savoir politique était quelque chose de super chiant à comprendre et réservé à une classe super élitiste. Mais je pense que c'est fait exprès aussi. C'est pour laisser à une certaine partie de la population ce savoir-là, parce que c'est une arme en fait. Avoir un savoir féministe et un savoir queer, c'est tellement empouvoirant. Enfin, moi, je me sens tellement plus en conscience et empouvoirée dans ma vie depuis que je suis un peu plus au courant des théories féministes et queer que avant. Enfin, c'est fou. Je suis beaucoup plus puissante depuis que je sais tout ça. Et du coup, c'est pour ça que je vous invite vraiment à vous y intéresser et que je vais vous mettre plein de belles choses, plein de podcasts, plein de livres, plein de comptes Insta à suivre en description. C'est aussi que tout ça, ça vous apporte une nouvelle lecture du monde, encore une fois. Et du coup aussi une nouvelle lecture de votre art et que si on peut finir sur un point positif, c'est justement construire un nouvel imaginaire, c'est offrir la liberté d'imaginer aux gens, leur montrer qu'ils peuvent être telle ou telle personne s'ils veulent, s'identifier de telle ou telle façon, aimer tel ou tel genre, et que en fait le savoir politique, le savoir féministe, le savoir queer, c'est une nouvelle éducation, c'est approfondir notre regard et en fait ça va vraiment enrichir notre art, mais à un point fou quoi. Parce que l'art c'est juste une représentation du monde qu'on construit, c'est des histoires qu'on raconte, votre histoire sera d'autant plus riche si elle est plus en conscience. Pour moi. Et être en conscience, c'est un petit peu le combat que je mène toute ma life avec moi-même, c'est d'essayer de toujours plus comprendre, voilà. Et de comprendre les choses, de comprendre nos rapports de domination, de comprendre notre but sur la Terre. C'est un petit peu la grande passion de ma vie. Et du coup, je pense, en tout cas, que l'art gagne à se poser toutes ces questions et que c'est pas chiant et que ça fait pas perdre du temps pour rien. C'est que, voilà, vous ferez du plus bel art si vous posez les questions. Même si vous n'êtes pas d'accord, au moins vous serez en opposition et vous ferez un art en opposition. Non, faites pas ça. Mais voilà, je vous invite à regarder tout ça. Et aussi, le but, ce n'est pas de dire qu'une photo est sexiste ou une photo ne l'est pas. Une image seule, pour moi, n'a pas une portée vraiment très sexiste. C'est plus la reproduction de cette image-là sans la réfléchir qu'il l'est. Et c'est la dominance d'un certain type d'image par rapport à un autre. L'important, c'est pas de blâmer une image toute seule, perdue au milieu de nulle part, et c'est jamais ça que le féminisme fait. C'est de montrer qu'en fait... souvent, c'est qu'un type d'image qui est représenté, c'est qu'un type de photo qui est fait, c'est qu'un type de film qui est fait, et que ces films-là ne sont pas forcément mauvais, ces photos-là ne sont pas forcément mauvaises, mais pourquoi c'est celle-là qu'on va mettre en avant, pourquoi c'est machin. C'est toujours une question de réflexion autour de ça et de multiplicité. Et le but, c'est de multiplier les points de vue, multiplier les regards, d'où l'importance aussi d'avoir d'autres types de personnes qui les font, ces images. Et du coup, voilà, la conclusion, c'est laissez-vous imaginer d'autres choses. Apprenez à éduquer votre regard d'un point de vue féministe et d'un point de vue de déconstruction de genre. Apprenez aussi à regarder d'autres images, justement. Et venez, on fait ce travail tous ensemble parce que, là, je vous dis apprenez, mais je le fais aussi, voilà. Le but, c'est qu'on le fasse tous pour, encore une fois, juste vivre plus heureux et casser des rapports de domination qu'on a dans la société et arriver à un monde un peu plus juste, un peu plus égalitaire, un peu plus libre et un peu plus solidaire et bienveillant et tutti quanti dans l'amour, toujours. J'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours, j'espère que c'était quand même un petit peu logique. J'ai peut-être fait quelques détours, mais j'espère que mon propos était clair et que vous n'avez pas juste entendu marinopharyngite pendant 1h30. Belle journée à vous,
Merci à vous d'avoir écouté jusque-là. La semaine prochaine, enfin dans 2 semaines du coup, c'est le dernier épisode de cette saison. Mais le podcast ne s'arrêtera pas là. Je vous en parle plus dans le dernier épisode, mais en septembre, on va reprendre fort et on va créer des réseaux sociaux et on va avoir un vrai programme. J'ai trop hâte de vous montrer tout ce qui va se passer. Je serai plus en forme et je n'aurai plus de maladie, n'est-ce pas? En tout cas, si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à liker cet épisode, à me faire vos retours en commentaire, ça m'intéresse beaucoup, à vous abonner si le cœur vous en dit et pourquoi pas à le partager. Ce serait une super aide que vous feriez au podcast. En tout cas, d'ici à dans 2 semaines, je vous fais des gros bisous et je vous dis belle semaine à vous. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour vous et pour vos projets et à très bientôt.